Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Clotilde Bonelli, je suis interne de deuxième semestre et je vais vous parler d'un sujet qui a été très d'actualité pendant l'été, qui est le sportif de haut niveau et principalement l'anesthésie du sportif de haut niveau, parce que c'est une population qu'on connaît finalement pas très bien et qui a quand même des spécificités qu'il faut connaître tout au long de la prise en charge anesthésique. Et donc je vais essayer de faire un espèce de parcours du sportif pour qu'on puisse le connaître et bien le prendre en charge. Voilà. Globalement, je vais juste vous faire un petit point approche physiologique de l'impact de l'activité sportive sur le corps, un focus sur les blessures, parce que c'est globalement là, en général, le moment où on peut être amené à faire face à un sportif de haut niveau. La consultation pré-anesthésique et les spécificités, le pré-op, le post-op et le sportif en réanimation. Concernant l'activité sportive, je vais pas parler des choses, je vais plus me focaliser sur les choses un petit peu physiologiques à connaître un peu plus spécifiquement et pas parler des choses que tout le monde connaît, baisse de la pression artérielle, baisse du risque de diabète, ça pour le coup c'est un peu plus basique. Globalement sur les deux plans importants, c'est le plan cardiovasculaire et le plan respiratoire. Sur le plan cardiovasculaire, le fait de faire de l'activité sportive, ça va augmenter surtout un paramètre qui est la VO2 max. La VO2 max, c'est globalement la capacité maximale d'extraction d'oxygène par le corps et d'extraction d'oxygène de l'air et à apporter, et que le corps peut apporter, que le cœur en l'occurrence, que le système circulatoire peut apporter aux muscles. Donc en gros, plus on fournit, plus on fait d'efforts et d'activité physique, plus la VO2 max va augmenter, plus le cœur plus il va y avoir un remodelage cardiaque, une augmentation, une HVG disons physiologique et une augmentation de l'extraction de l'oxygène. Et donc en gros ça va permettre d'améliorer, ça va permettre en gros ça va augmenter la VO2 max. La VO2 max qui augmente, ça veut dire une augmentation de la capacité de l'effort en gros. Et donc le débit cardiaque augmente et le tonus parasympathique également va augmenter, ce qui permet de baisser typiquement la fréquence cardiaque au repos, une meilleure adaptation de la fréquence cardiaque également à l'effort avec une baisse, une réactivité, plus le corps va réagir plus rapidement à l'effort. Et c'est ce qui me permet de parler des seuils ventilatoires. Les seuils ventilatoires, en gros, c'est l'adaptation de la ventilation à l'effort. Donc, globalement, il y a deux seuils ventilatoires. À partir du moment où on fournit un effort, le corps va répondre à une chose en particulier. C'est pas forcément la demande d'oxygène en premier, c'est surtout la production d'acide lactique et du coup la production de CO2. Le corps va essayer d'épurer l'acide lactique et donc va augmenter sa ventilation minute pour épurer l'acide lactique à travers le CO2. Donc le fait de faire de l'activité physique, ça va permettre d'élever ce seuil ventilatoire et ça va diminuer, le corps va disons ventiler moins vite pour va épurer son acide lactique beaucoup plus rapidement et va, disons, saturer beaucoup plus tardivement du taux d'acide lactique dans le sang. En gros. Sur le plan musculaire, il y a deux paramètres, il y a deux types de changements au niveau musculaire. Il y a à la fois les patients qui sont, les sportifs qui font surtout des sports de type endurance, et donc l'activité physique intensive va permettre d'augmenter le nombre de mitochondries et augmenter du coup l'extraction en oxygène. Donc ça c'est plutôt pour les patients très endurants, il va y avoir une augmentation de la masse maigre, et donc c'est plutôt des patients qui sont très fins et avec un poids idéal théorique qui est supérieur au poids au poids réel des patients. Et on a également chez les patients qui sont plus très musclés, très forts, on va avoir du coup une augmentation de la masse musculaire et de la force, et ça a été prouvé que ça diminuait la mortalité à travers le fameux test du Handgrip qu'on peut faire, surtout en gériatrie, du coup nous on n'est pas trop concernés, mais ça diminue la mortalité, le fait d'avoir une masse maigre assez importante. Après il y a les effets métaboliques et les effets osseux qui sont également cités mais moins pertinents pour notre pratique. Il y a une diminution de la masse grasse,
Et donc ça peut modifier le volume de distribution des médicaments, donc ça faut en être conscient, même s'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont étudié la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des médicaments. Diminution de l'insulinorésistance, donc une meilleure régulation de la glycémie, et également une diminution de l'inflammation. Ça c'était globalement un peu un focus activité sportive, enfin la physiologie. Concernant du coup les raisons pour lesquelles les sportifs peuvent venir chez nous, enfin nous voir, c'est globalement les blessures. Donc là j'ai essayé de faire un petit peu un point JO puisqu'on a été concerné récemment. Ça c'est les 3 sports qui sont cités là, boxe, cyclisme et plongeon, c'est les 3 sports les plus pourvoyeurs de blessures au cours des JO 2024. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas eu de recensement, enfin en tout cas je pense que c'est trop récent, sur les blessures qui ont... Enfin, ils n'ont pas recensé le nombre de patients qui ont été blessés. Par contre, les JO 2016 et 2021, là, il y a eu des études qui ont été faites et en moyenne, c'est 10% de sportifs qui se blessent au cours de la compétition. Que ce soit au cours de l'entraînement, pendant la compétition, enfin pendant les JO, au cours des 16 jours des JO ou durant la compétition en tant que telle. Là, pareil, je vous ai mis une étude qui a été réalisée par l'Institut de la jeunesse, enfin de l'éducation physique, qui montre les sports les plus pourvoyeurs de blessures et du coup potentiellement de chirurgie, le rugby en premier, le trail et le handball pour citer les plus importants. Ensuite, ça c'est une étude qui a montré, globalement je voulais juste faire un peu un point sur le type de blessure. Ils ont étudié des sportifs de haut niveau anglais qui étaient éligibles aux Jeux Olympiques entre 2015 et 2018 et ils ont essayé de regarder, c'est une étude prospective qui a essayé de regarder globalement comment les sportifs se blessaient, quel était le type de blessure. La majorité des blessures, c'est des blessures musculaires et globalement des déchirures, principalement au niveau de la cuisse et des ischio-jambiers, et sinon beaucoup de tendinite, principalement au niveau du tendon d'Achille. À noter que vraiment les blessures, c'est moins souvent des traumatismes aigus à type de fracture ou de déchirure, c'est plutôt des fractures de fatigue, enfin des blessures de fatigue, pardon, avec des élongations plus sur le long terme et qui sont dues souvent à un surentraînement, un épuisement de l'organisme. Concernant la consultation pré-anesthésique, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais globalement il faut avoir quelques petites sonnettes d'alarme au moment où on voit en consultation un patient sportif. Quand j'ai pas précisé ça, la définition sportive de haut niveau elle n'est pas très claire, pas très établie dans la littérature, mais globalement c'est un patient qui fait au moins entre 6 et 8 heures d'activité physique par semaine à haut niveau et en général qui fait de la compétition. Il faut savoir qu'il y a l'ECG, c'est souvent un examen qu'on va être amené à faire au cours de la consultation, à savoir qu'il y a plusieurs types d'anomalies. Il y a des anomalies ECG physiologiques, qui sont pour le coup, ne doivent pas nous alerter, et les anomalies ECG pathologiques qui pour le coup doivent nous amener à prendre éventuellement un avis cardio ou à faire des examens complémentaires. L'anomalie ECG physiologique la plus connue, c'est la bradycardie sinusale, comme je vous avais expliqué, avec le patient qui s'adapte beaucoup mieux à l'effort, qui augmente son débit cardiaque, du coup il y a moins besoin de faire de battements cardiaques minutes. Et l'arythmie sinusale respiratoire avec une variation, une arythmie qui varie en fonction des cycles inspiratoires. Éventuellement, si le patient est vraiment très bradycarde, il peut y avoir un échappement jonctionnel qu'on peut voir, et du coup le patient en fait ne va juste pas avoir d'onde. On voit juste ici. Donc voilà, donc il peut y avoir des troubles du rythme, il peut y avoir des troubles de la conduction aussi. Le bloc de branche droit qui est assez classique, principalement chez le sujet noir, jeune et vraiment très sportif, qui ne doit pas nous alerter. Donc ça c'est ce qu'on voit en haut à gauche. Il peut y avoir, il y a vraiment beaucoup également un axe hyper droit ou un axe hyper gauche. Voilà, et également des troubles de repolarisation avec une anomalie qui est quand même assez peu commune, enfin en tout cas si on n'a pas l'habitude qui peut nous alerter, c'est le ST+, pareil, du patient noir, jeune, très sportif, et voilà, qu'on retrouve juste ici. À savoir que l'HVG du sportif, c'est globalement, il ne faut pas confondre avec la cardiopathie hypertrophique, et c'est difficile, souvent les patients vraiment très sportifs ont une HVG physiologique, pour savoir si c'est pathologique, enfin je veux dire si c'est une cardiopathie malformative avec un myocarde qui est vraiment trop hypertrophié. L'indice
de Sokolov qu'on connaît est souvent pas très adapté parce que fait pour des patients normaux. Et du coup, soit on décide de baser, de déplacer l'indice de Sokolov à 45 mm au lieu de 35 mm qu'on connaît d'habitude comme limite supérieure, soit on prend un autre indice qui s'appelle l'indice de Connell, dont je détaillerai pas, mais globalement c'est un indice qui est plus adapté aux patients vraiment très sportifs. Dernière spécificité, le QT peut être allongé chez les patients, athlètes, chez les athlètes. Donc globalement, ils ont également élevé. Faut pas s'alerter si on a un QT à 450 millisecondes par exemple chez un patient sportif. En général, les cut-offs ils sont plus à 470-480 de QT long. Voilà. Ça c'est pour les anomalies physiologiques. Donc globalement, voilà. Les anomalies ECG pathologiques qui là pour le coup doivent plus nous alerter. Il y en a plusieurs. Globalement, là, je vous ai mis les vraies anomalies qui doivent nous inquiéter parce que ça veut globalement cardiopathie sous-jacente ou trouble du rythme, canalopathie. Enfin, c'est des choses qui peuvent être source de la fameuse mort subite du sportif qu'on peut difficilement prévoir, mais l'ECG peut nous aider. Il y en a globalement 5. Le Wolff-Parkinson-White, qui est une espèce de... qui a une voie de conduction aberrante au niveau de l'oreillette et qui peut entraîner un trouble du rythme et une tachycardie ventriculaire vraiment très très rapide. On a également le syndrome de Brugada qui pour le coup est également une élévation du segment ST mais qui s'ajoute avec une négativation des ondes T et ça qui pour le coup doit mettre en alerte. Le QT long qu'il faut calculer également. La cardiopathie hypertrophique comme je vous disais avec des signes qui peut, pour le coup, soit on peut avoir une HVG physiologique chez sportif, mais pour le coup là, il y a des ondes Q surajoutées et souvent des ondes T négatives juste après. Donc là, pour le coup, ça doit alerter et souvent mener à une échographie. Et après, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui est une cause fréquente, ou en tout cas classique, de mort subite chez le sportif, qui se manifeste par un tracé ECG assez typique, avec ce qu'on appelle des ondes epsilon, juste là, et qui, pareil, se diagnostique en échographie. Voilà. Juste à savoir que c'est un peu particulier parce qu'il y a des anomalies qu'on peut considérer comme physiologiques qui peuvent devenir pathologiques si on se renseigne pas vraiment ou si on fait pas attention. Enfin, en tout cas, avoir l'avis cardiologique, disons, dans un coin de sa tête. Là, j'ai mis un tableau qui résume, je trouve, plutôt bien les anomalies qui doivent alerter et celles qui doivent rassurer, qui ont été faites par qui ont été mises en place par un consensus de cardiologues. Voilà, donc globalement tout ce que je vous ai mis à gauche, c'est ce qui ne nous inquiète pas vraiment. Mais par exemple, le bloc de branche droit ne nous inquiète pas, le bloc de branche gauche beaucoup plus. Les ondes T négatives, elles peuvent être négatives de V1, V3, mais pas dans les autres dérivations. Le bloc atrioventriculaire 1 ou 2 Mobitz 1, mais régressif à l'effort et intermittent, ça ne nous inquiète pas. Le reste, si. Voilà, donc globalement, ça, je trouve ça plutôt bien de l'avoir en tête. Ensuite, l'adaptation morphotypique. Globalement, il y a quand même plusieurs types de sportifs, mais on peut en différencier deux vraiment très particuliers. Il y a le patient qui est très musclé, avec une hypertrophie principalement des muscles du cou, qui peut éventuellement avoir une macroglossie, et globalement, le souci principal, il peut être posé durant l'intubation. C'est des patients qui peuvent être difficiles à intuber, donc le noter, bien l'avoir en tête, éventuellement prévoir le matériel adapté, et surtout bien préoxygéner ce type de patient. Et après, les patients beaucoup plus fins et lancés, beaucoup plus les patients endurants peuvent avoir plus facilement une variation de la pression artérielle et ont souvent des poids, un poids corporel qui est inférieur au poids idéal théorique, en tout cas prédit. Et donc, il peut y avoir une adaptation médicamenteuse à faire, chose qui n'a pas été étudiée dans la littérature, donc il n'y a pas vraiment de guidelines que je peux vous donner. Le sujet important également qu'il faut aborder, ou en tout cas qu'il faut avoir en tête durant la consultation pré-anesthésique, c'est le dopage. C'est des patients qui peuvent être, on connaît tous beaucoup de scandales qui ont eu lieu durant des compétitions ou par de nombreux sportifs qu'on connaît. Il y a quand même des situations cliniques qui peuvent nous amener
à suspecter une situation de dopage. Globalement, les plus importantes, c'est l'hypertension artérielle ou la thrombose chez un patient jeune, sportif, sans antécédent, le trouble rythmique, la mort subite, bon ça en général on arrive un peu trop tard, la modification rapide de comportement et des troubles ioniques, une hypernatrémie, une hématocrite vraiment très élevée, une hypocalémie. Là, je détaille un peu rapidement les fonctions des substances dopantes. Les substances dopantes les plus connues, globalement, agissent soit sur le muscle squelettique en permettant un gain très rapide et vraiment important de la fonction de la masse musculaire. Les hormones, les plus connues, c'est la testostérone, l'hormone de croissance. Il y a également des médicaments qui agissent sur le transport et la délivrance de l'oxygène qui permettent soit d'augmenter l'hémoglobine, soit d'augmenter donc à travers le PO, soit de juste avoir plus de masse sanguine à travers les transfusions et qui vont permettre d'avoir beaucoup plus d'hématie et donc d'oxygène disponible pour les muscles. La fonction respiratoire avec des bronchodilatateurs qui vont permettre d'apporter beaucoup plus d'oxygène, pareil dans le système circulatoire avec les bêta-2 mimétiques, principalement la terbutaline, le salbutamol. Et après, il y en a d'autres qui sont plus secondaires, mais les antalgiques, les agents masquants, les stimulants cérébraux, c'est globalement qui peuvent augmenter la volonté, les envies de performance, qui augmentent le seuil de douleur ou qui diminuent la sensation de douleur. Donc c'est des patients qui écoutent beaucoup moins leur corps et qui sont capables de produire, de continuer à s'entraîner sans ressentir la douleur ou la fatigue. Et les diurétiques, qui sont des médicaments qu'on utilise beaucoup, mais qui peuvent permettre d'éliminer les substances dopantes ou au contraire de juste perdre du poids pour les patients qui sont qui sont sportifs et en catégorie de poids. Voilà. Là, je vous ai mis des petits rappels des différents sportifs, globalement des sportifs très connus qui ont utilisé des médicaments qu'on utilise qu'on peut nous utiliser au quotidien. Donc là, c'est ce grand joueur du Tour de France qui a utilisé beaucoup de choses, mais globalement de la testostérone, des corticos, de l'EPO. Voilà. Après, typiquement, Maradona c'était un peu différent, c'était pas au cours de ses épreuves, mais c'était plutôt de la cocaïne. Et Ben Johnson, il y a eu utilisation d'éphédrine, utilisation de plein de choses différentes, mais pour dire que vraiment ça peut considérer énormément de sportifs et que ça peut avoir des conséquences, bénéfiques au moment de l'activité, dramatiques par la suite, avec principalement beaucoup de conséquences thromboemboliques, de l'hypertension, des cardiopathies, des troubles du rythme, des cardiopathies rythmiques, hypertrophiques, ça peut être vraiment dramatique. Beaucoup de conséquences également métaboliques avec l'EPO qui est à risque, qui est source de polyglobulie et également de thrombose. Et après la testostérone, toutes ces choses-là qui peuvent, l'hormone de croissance qui peuvent entraîner des troubles, dyslipidémie, dysglycémie, des troubles, des perturbations du bilan hépatique. Voilà, c'est assez varié. Et également les corticoïdes avec une rétention hydrosodée, avec un risque d'hypernatrémie, un risque d'hypoglycémie. Donc c'est vraiment des choses à avoir en tête et penser à orienter le bilan en fonction des patients qu'on a en face de soi, en fonction de la morphologie, en fonction du type de sport qu'ils pratiquent. Ça peut être intéressant de pratiquer des examens complémentaires ou une biologie fonction du patient et de ce qu'il raconte. En tout cas, de ce qu'on suspecte. Donc ça, c'était plutôt pour la consultation pré-anesthésique. En termes de opératoire, il n'y a pas de différence fondamentale avec un patient classique au cours de la chirurgie. Il fait en général opérer de la même façon que tout le monde. Il y a juste des petites choses à préciser. Comme c'est des patients qu'on veut très souvent remettre sur pied très rapidement, on privilégie les blocs sensitifs et distaux, lorsqu'on pratique de l'ALR, on évite au maximum les blocs moteurs pour éviter la perte de fonction musculaire chez des patients qu'on ne veut pas du tout laisser alité longtemps. Et on infiltre éventuellement le site chirurgical. Il y a juste des petites spécificités pour certains types de patients. Typiquement, les patients très endurants peuvent avoir, au cours de l'induction, une hyperactivité bronchique avec éventuellement même un laryngospasme. Ces patients qui sont très très réactifs. Donc pensez à ça et éventuellement s'adapter avec des inhalations de salbutamol, des choses comme ça. Les patients très musclés qui ont vraiment une masse musculaire très importante, si la chirurgie dure plus de 4 heures en général, ils peuvent liser spontanément leurs muscles et aller jusqu'à la rhabdomyolyse, voire l'insuffisance rénale. Donc pensez à monitorer les CPK quand il y a des patients bodybuildés ou en tout cas très
très costaud, quoi. Concernant juste l'induction, en général, on propose plutôt une induction intraveineuse par propofol parce que on évite les gaz halogénés, type le céoflural, les choses comme ça, parce que ça peut... chez des patients qui ont souvent un QT plus allongé spontanément, les halogénés, ça augmente également le QT, donc on veut éviter les troubles du rythme. Et en post-effort immédiat, ce qui est plus rare, mais si on a un patient qui arrive en urgence juste en post-effort, c'est souvent des patients qui relarguent énormément de cytokines, de produits de dégradation et qui ont lisé beaucoup musculairement, donc ils ont souvent de la rhabdomyolyse spontanée et ils peuvent être très vasoplégiques, donc faire attention à ça. Et juste au réveil, souvent comme je vous disais, c'est des patients qui peuvent être qui ont une variabilité tensionnelle, qui peuvent être très réactifs, disons, à l'analgésie et à l'anesthésie. Donc ils sont plus à risque de laryngospasme. Globalement, ça a juste été décrit sur quelques cas, mais des patients qui risquent de faire un OAP à pression négative, donc des patients qui vont globalement faire un laryngospasme, mais en fait, les efforts inspiratoires vont être tellement importants qu'en fait, il va y avoir une aspiration, un attrait d'eau des capillaires pulmonaires vers les alvéoles, et donc faire très attention à ça. Il y a de la clonidine qui a été décrite comme pouvant éventuellement prévenir l'agitation en post-op, mais pas vraiment prouvée. C'est en cours, ça a été décrit en tout cas. Là, je vous ai mis les médicaments qui sont interdits, les médicaments, classification des médicaments qui a été réalisée par l'Agence mondiale antidopage. Globalement, rien n'est formellement interdit lorsqu'il s'agit d'une situation vitale pour le patient. On peut globalement tout utiliser, mais à noter qu'il y a quand même des médicaments qui sont interdits en compétition et qu'on utilise quand même au quotidien, les corticos, la morphine, le fentanyl, les dérivés, le sucre, les choses comme ça, et interdits en permanence, les diurétiques, les bêta-2 agonistes qu'on peut utiliser de manière assez régulière. Donc pensez quand même, quand on endort un patient, ou en tout cas quand on s'occupe d'un patient sportif de haut niveau, à essayer d'éviter les médicaments qui peuvent être considérés comme du dopage selon l'Agence mondiale. Alors, concernant le post-opératoire, globalement, la prise en charge post-opératoire, le but est de remettre sur pied le plus rapidement possible le patient pour qu'il puisse retourner à son entraînement. Il y a une étude qui a été réalisée qui étudiait l'analgésie par cryothérapie plus compression. La compression, elle a été étudiée comme soit intermittente, avec le petit truc qu'on voit là, le dispositif qu'on voit là-bas, ou alors une compression constante avec l'iceband qu'on voit juste là. Voilà, et globalement, on voit l'utilisation, la compression, le fait d'utiliser des médicaments, l'iceband c'est la compression constante, le fait d'utiliser la compression intermittente, donc globalement un peu comme ce qu'on utilise en réanimation pour prévenir les thromboses, ça diminue drastiquement l'emploi de globalement antalgiques de palier 2 ou plus. Pas vraiment d'effet sur les anti-inflammatoires ou le paracétamol, mais plus sur le tramadol, la morphine et autres produits et autres paliers. L'autre chose à laquelle il faut faire attention en post-opératoire, c'est les infections. Les patients sportifs de niveau sont des patients qui sont plus à risque de faire des infections post-opératoires. Il y a une étude qui a été réalisée qui étudiait la prévalence des infections post-opératoires après une chirurgie de ligament croisé antérieur. Sur 1000 patients, il y avait moins d'une centaine de patients qui étaient sportifs professionnels, mais quand même 5,7% qui avaient une infection du site opératoire après la chirurgie, contre 0,37% des patients qui étaient non sportifs professionnels. Les patients principalement à risque d'infection, c'est les sports de contact. Logiquement, ceux qui... en général, on suppose que c'est plutôt parce qu'ils reviennent très rapidement sur le terrain et puis ils sont souvent en contact avec des matériaux ou avec des surfaces pleines de bactéries. C'est surtout des patients qui sont plus porteuses de SAMS et de SARM et qui le sont porteuses plus longtemps et qui arrivent moins à l'éliminer quand on fait des écouvillons, quand on fait des études avec des écouvillons nasopharyngés. Voilà. Maintenant, je fais un petit focus réanimation, puisque vous êtes tous anesthésistes réanimateurs. Le sport intensif en réanimation, le sport intensif peut mener
en réanimation. Donc c'est quand même, une catégorie à vraiment avoir en tête. Là, je vous ai juste mis un tableau qui a été réalisé après l'Ultra Trail du Mont Blanc, avec globalement une prise de sang au départ et une prise de sang à l'arrivée et l'étude de différents paramètres. Et globalement, on constate que la majorité des paramètres sont modifiés, avec la créatinine qui augmente, qui peut être globalement de 85 à 115 micromoles par litre à l'arrivée, les CPK qui passent de 330 en moyenne à plus de 50 000, à 17 000, à 15 000 en moyenne et qui peut monter jusqu'à 50 000 pour ce patient-là. Après, je vous ai également mis la myoglobine, qui est un produit de dégradation des cellules musculaires. Et on voit que la CRP, elle passe de 2 à 47 en moyenne et peut même monter jusqu'à 105. Donc ça produit vraiment, c'est vraiment un stress majeur pour le corps, avec un syndrome inflammatoire vraiment très important. Des leucocytes qui peuvent monter jusqu'à 12 000. En fait, c'est quasiment ça peut être une biologie de patient de réanimation, alors que les patients, les patients sont très bien importants. La seule différence, c'est qu'ils évacuent tout spontanément. Sauf si il y a autre chose, sauf si finalement le corps n'arrive pas à gérer tout seul. Il y a 3 conséquences très importantes, 3 conséquences qui peuvent être létales auxquelles il faut penser. L'hyponatrémie, la rhabdomyolyse et l'hyperthermie maligne d'effort. Ça, c'est vraiment les 3 choses qui peuvent mener en réanimation et qui doivent nous alerter. L'hyperthermie maligne d'effort, la physiopathologie n'est pas encore très bien connue, mais globalement, a priori, ce serait le système digestif qui, en fait, il y a une hyperthermie locale au niveau du système digestif et un bas débit, parce que la majorité du débit sanguin est redirigée vers le cœur et les muscles. Du coup, il y a une espèce d'hyperperméabilité au niveau du système digestif qui va faire qu'il y a une endotoxine qui va être libérée de manière massive dans le sang et entraîner une hyperthermie. Une hyperthermie, et en fait, la grosse différence, c'est qu'il y a des troubles neurologiques en plus. La chose principale à faire, c'est refroidir le patient de toutes les manières qui soient. Voilà. La deuxième chose, c'est la rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse avec les cellules musculaires qui sont lysées spontanément avec un effort très important et qui vont libérer beaucoup de toxines, mais surtout du potassium présent spontanément dans les cellules, et la myoglobine qui va entraîner une insuffisance rénale avec une accumulation au niveau des glomérules, au niveau des néphrons et principalement des tubules, et ça peut éventuellement mener à la dialyse. Donc c'est des choses à avoir en tête quand même. Il faut vraiment monitorer les patients de manière très régulière, surtout quand ils ont fait des efforts très prolongés. Ça, c'est surtout les ultra-trailers, les patients comme ça qui peuvent faire des efforts pendant 20, 30, 40 heures et qui du coup ont des CPK qui peuvent monter jusqu'à 50, 100 000. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Et enfin, l'hyponatrémie, c'est surtout dû à un défaut de gestion des apports hydriques. C'est des patients qui souvent s'hydratent de manière trop importante. Surtout ne prennent pas de sel en fait. Et du coup, ils vont faire une hyponatrémie qui peut également être aggravée par. Il y a une étude, une étude qui a mis en évidence un probable SIADH chez des patients qui, en fait, comme c'est des patients qui sont très inflammatoires et qui peuvent sécréter des interleukines qui vont provoquer un SIADH. Donc, patients qui sont à risque d'hyponatrémie et qui peuvent d'être compliqués d'un œdème cérébral, voire d'un engagement. Donc voilà. Juste pour conclure, je voulais juste essayer de faire un point pour le sportif de haut niveau, pour essayer d'avoir en tête quand même des petites choses qui peuvent être, qui sont pas très compliquées, mais en fait si on les a pas en tête, on peut passer à côté et ça peut être dramatique. En préopératoire, surtout dépister le dopage, avoir en tête les examens complémentaires, surtout sur le plan cardiaque, et essayer d'adapter un petit peu sa prise en charge avec les patients qui ont une intubation potentiellement à risque. Voilà. En péropératoire, pas de grande différence, mais c'est des patients qui peuvent quand même être décompensés sur le plan biologique, avec adapter éventuellement les prélèvements ou le monitorage pendant l'opération, parce que c'est souvent des patients en très bonne santé, donc ne pas se dire qu'il va rien leur arriver. Et en post-opératoire, c'est des patients qui sont
qu'on a envie de remettre sur pied très rapidement. Donc kinésithérapie précoce, éviter l'allaitement, éventuellement la cryothérapie, et surtout épargne morphinique le plus possible parce que c'est des médicaments qui sont considérés comme du dopage, donc maximiser la gestion non médicamenteuse de la douleur. Je vous remercie.